Amis fans de canard, bonjour. Le hasard fait parfois bien les choses, je suis tombé sur une histoire assez ancienne qui date du début des années 50 et on va pouvoir surprenamment la lier avec l'actualité et notamment avec l'explosion d'une bombe atomique. Si cela ne vous donne pas envie d'entendre cette analyse, rien ne le fera. Parti pour l'histoire. Tout commence au 13 rue de l'Espoir, où Donald, fatigué par les jeux bruyants des enfants, se décide à leur acheter un kit de chimie pour contenir leur énergie et lui permettre de dormir tranquillement dans son hamac. Les enfants vont d'abord causer des troubles au niveau olfactif au voisinage, en créant littéralement des décoctions qui sentent l'œuf pourri, avant de passer à quelque chose de beaucoup plus bruyant, qui attire la curiosité de certains personnages laissés dans l'ombre qui les guettent via la fenêtre. Chassé par des voisins en colère, Donald est obligé de s'enfuir en pleine nature sous peine de se faire lyncher, et mécontent des agissements des enfants, il décide de brûler le jeu avant de se laisser amadouer et d'utiliser leur dernière trouvaille, donc un pétard qu'il envoie dans une carrière désaffectée. Le résultat est assez étonnant car cette dernière explose littéralement avec grande force et Donald se rend compte qu'ils ont peut-être mis la main sur quelque chose. Donc il leur demande de quelle manière ils ont fabriqué ce petit pétard et il semblerait que les enfants aient entre les mains le guide de fabrication d'une bombe utilisant l'énergie atomique. Donald cherche à acheter un nouveau kit de chimie pour s'en assurer, mais ces derniers sont en rupture de stock. Et donc il va essayer de reproduire le phénomène chimique en achetant au compte-gouttes les ingrédients nécessaires et en reproduisant la formule chez lui. Cependant, il remarque qu'il lui manque un élément absolument nécessaire, le crétinium 735, qui, et c'est déjà un fait assez étrange, n'est extrait de la Terre que au Pérou. Bien sûr, il manque d'argent, et donc il va d'abord convaincre l'oncle Picsou de subventionner une telle expédition qui pourra ramener beaucoup d'argent aux propriétaires d'une telle énergie. Ainsi, les neveux et Donald partent donc en direction du Machu Picchu, d'abord avec une calèche, puis par des ânes, et enfin par des lamas, créatures beaucoup plus adaptés au relief montagneux qui leur permettent d'atteindre le fameux village en hauteur. Bien entendu, ils sont toujours pourchassés par ces individus mystérieux qui convoitent eux aussi l'énergie atomique, et ces derniers prennent la décision de les laisser faire le sale boulot avant de récupérer le fameux butin. Une fois arrivés sur le lieu de l'excavation, Donald et les neveux se rendent compte qu'absolument tout est fait à partir de crétinium 735 qui est un petit peu l'élément le plus abondant. Donc que ce soit les loisirs, la cuisine, les constructions, tout peut potentiellement exploser s'il est manié avec peu de précautions, ce que Donald va découvrir à ses dépens bien entendu, car il faut nous faire un petit peu rire. Après une discussion avec un local, ils apprennent que ce combustible provient d'un volcan, ils se mettent donc en direction de ce dernier, mais manque de chance, ou pour les besoins du scénario, ce dernier entre en éruption et recouvre donc l'intégralité de la vallée par une épaisse couche de crétinium 735. Cela a deux effets. D'un côté, cela leur permet de stocker donc la quantité nécessaire pour fabriquer autant de bombes nucléaires qu'ils le souhaitent, mais cela les agace aussi car les explosions constantes abîment leur audition et donc ils souhaitent repartir au plus vite vers Donaldville. Ils reprennent donc le même chemin qu'à l'aller, sauf que cette fois-ci, les individus mystérieux les attendent de pied ferme, ils les kidnappent littéralement, ils veulent avoir vent de la recette découverte par Donald et lui proposent même de l'acheter, car si au début notre palmipède pense qu'ils sont à la solde d'un gouvernement étranger, il n'en est rien, ce sont simplement des industriels, les plus gros constructeurs de feux d'artifice et de pétards, qui souhaitent ajouter une gamme atomique aux produits existants. Donald a quand même fait affaire avec Picsou, il sait que ce dernier n'est pas né de la dernière pluie et qu'il a besoin d'une certaine exclusivité. Il refuse donc prestamment, même si les scientifiques lui disent que de toute façon, ils ont un exemplaire de leur bombe, et donc ils vont l'étudier pour essayer de la répliquer. À la manière de méchants James Bondiens, au lieu de les éliminer ou simplement de les renvoyer chez eux, ils leur font visiter tranquillement l'usine de fabrication. Les enfants en profitent pour allumer un pétard, ce qui entraîne une réaction en chaîne qui vient perturber toutes les personnes présentes, et ils parviennent à dérober l'exemplaire du pétard atomique avant de fuir en voiture. Sur le chemin, ils menacent de les jeter à leurs poursuivants, ce qui entraîne d'ailleurs un accident pour ces derniers, et nos canards se gaussent de rire. Une fois arrivés chez Picsou, c'est un succès pour Donald car ce dernier propose de faire une campagne de presse pour montrer à tout le monde que ça y est, il détient l'énergie atomique et que surfant sur cette vague de popularité, il va pouvoir vendre énormément de produits. Ils sont aussi tous les deux contactés par la marine américaine, qui bien entendu est intéressée par une telle technologie et qui propose à Donald de faire un essai militaire. Intéressé par une telle découverte,
Les scientifiques se pressent aussi pour inviter Donald à des conférences, et ce dernier, toujours très modeste, refuse l'intégralité de ses invitations, de ses propositions, et décide de conduire son test tranquillement de son côté. La marine établit donc un blocus avec sa flotte pour laisser assez d'espace à l'explosion. Donald prend un hélicoptère, il balance donc le pétard fabriqué au Machu Picchu, ou la bombe devrais-je dire, et s'attend à un énorme raz-de-marée, alors que bien sûr, pour le coup on peut reprendre l'expression du pétard mouillé, qui fait juste un petit plouf. Vous doutez bien que l'armée américaine ça leur plaît que moyen, donc déjà Picsou et Donald et les enfants ils vont se retrouver en prison, ce qui est quand même assez rare. On ne sait pas exactement combien de temps, mais à leur sortie, Picsou a en plus la fâcheuse surprise de découvrir le propriétaire de la carrière, qui a explosé au début, et qui lui annonce que Donald a en fait jeté le pétard sur une caisse de dynamite, ce qui a provoqué l'explosion. Ils n'ont pas une quelconque puissance atomique découverte par Donald. Ce dernier essaye tant bien que mal de se défendre en disant qu'il était de bonne foi, mais vous doutez bien qu'il en faut plus pour arrêter un Picsou plutôt énervé, et Donald prend à nouveau la fuite avec les enfants. Pour rembourser ses dettes à l'oncle Picsou, il va essayer de trouver plusieurs jobs qui vont s'avérer assez infructueux et surtout insuffisants pour lui permettre de gagner une telle somme. Cependant, à la fin, ils sont retrouvés à nouveau par les scientifiques qui leur proposent une dernière fois de leur vendre la formule car ils ont réussi un petit peu par chance à reproduire l'exemplaire dont ils avaient eu la possession pendant un bref instant. Donald aura beau leur avouer la vérité, que apparemment il n'a rien inventé de bien efficace, que ce pétard ne fonctionne pas, et il leur prouve en le lançant dans son jardin, ce qui fait bien évidemment sauter tout le quartier, vous en doutez, donc notre canard n'a pas tout à fait menti. Ah, les années 50, on pouvait balancer des bombes atomiques comme ça sans trop de soucis, quelle belle époque. Allez, c'est parti pour l'analyse. Ce que j'aime particulièrement déjà avec ce récit, c'est qu'il nous plonge au début des années 50, où l'énergie atomique et les bombes issues de cette dernière sont très récentes. Ça a été rendu public depuis seulement quelques années. C'est en train de faire son chemin dans la culture populaire et les gens commencent à en parler, à l'utiliser dans les récits de fiction. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est qu'on ne se rend pas encore bien compte de son fonctionnement, surtout lorsqu'on n'est pas un scientifique. Parce que par exemple, lorsque Donald envoie ce petit pétard sur la carrière, il fait mention des radiations, mais sans trop y prêter attention, alors que normalement les personnages auraient probablement dû mourir, ce qui est aussi le cas à la fin de l'histoire. Cependant, l'histoire vise juste aussi sur de nombreux points, notamment par rapport à celui de l'espionnage. À l'époque, il y a une véritable course, et d'ailleurs le film Oppenheimer l'explique plutôt bien, qui va commencer entre les différents pays du globe pour leur permettre d'acquérir eux aussi cette puissance terrifiante de l'atome. Et du coup, Donald pense à juste titre que les personnes qui les ont suivis et ont tenté de dérober leurs secrets appartiennent à un autre pays que les États-Unis. Pour le coup, ce n'est pas le cas, c'est juste le tissu industriel américain qui fonctionne trop bien et qui essaye de mettre la main sur cette fameuse énergie atomique. Plusieurs petits points sont pertinents, comme la mention donc des éléments radioactifs, des isotopes nécessaires pour la production d'une telle bombe. Bon, ok, certes, dans l'histoire, c'est un petit peu rendu comique avec le mot crétinium 735. On mentionne aussi, et c'est important, les lieux où l'on extrait ces isotopes qui sont nécessaires. Il est assez intéressant de noter que plusieurs pays qui ont pourtant la bombe ne possèdent pas cet élément naturel sur leur territoire et qu'ils doivent donc trouver des alliés, nouer des alliances pour leur permettre de se fournir avec ce combustible. Autre point, et là on se croirait presque dans Fallout, mais c'est l'émoi autour des essais atomiques, parce qu'on voit que la pub ne se gêne pas pour reprendre donc l'invention de Donald et en profiter pour engranger des profits, et on a une certaine curiosité de la part du public, mais aussi un émoi scientifique, parce que dès qu'un avancement est fait, on s'empresse de lui envoyer des tonnes de lettres pour qu'il participe à des conférences, bref, c'est l'actualité du moment. Ils ont visé juste la véritable star de la seconde moitié du XXe siècle, c'est à coup sûr la bombe atomique. Pourtant, et je me dois d'être honnête, je ne considère pas cette histoire comme bonne, car au niveau du scénario, elle prend vraiment des facilités énormes qui sont aussi propres à l'époque, lorsque ce n'est pas un maître comme Karl Barks ou d'autres qui se chargent de rédiger leur récit. Des scientifiques qui montrent leur complexe industriel alors qu'ils pourraient tout simplement se débarrasser de Donald et de ses neveux, le fait qu'ils aient réussi à reproduire la bombe mais qu'ils souhaitent quand même acheter la formule, qui n'arriverait probablement jamais, en réalité. Toute la partie où Donald recherche un emploi pour rembourser son oncle qui ne sert honnêtement à rien. De la même manière, le départ avec les voisins, par exemple les mauvaises odeurs qui sont aussi inutiles, à part peut-être pour des tentatives de gag, mais qui aujourd'hui honnêtement ne font pas rire. Tout ce déplacement au Pérou, donc pour retrouver le crétinium 735, qui est un choix quand même assez étrange. La partie avec l'éruption ne sert honnêtement à rien, parce qu'ils auraient pu se fournir en crétinium 100. Ça n'apporte pas vraiment de danger, on ne les sent pas proches de la mort ou de succomber à un accident dangereux. J'ai un peu du mal à me l'expliquer aussi honnêtement. Chose d'ailleurs intéressante,
si on connaît le dessinateur, le scénariste demeure inconnu. C'est assez rare et donc c'est pour ça que je le mentionne. On peut même pas le rechercher pour casser du sucre sur son dos, on sait pas qui c'est. Donc on est très loin au niveau des critères de qualité de ce qu'on a déjà vu sur cette chaîne, mais je la trouve quand même intéressante de par l'actualité avec le film Oppenheimer qui revient sur cette période où la bombe atomique a pris une importance incroyable et qui nous montre un petit peu les répercussions dans le reste de la population et dans la culture, dans les récits populaires pour les enfants. Au niveau du dessin, on reste sur quelque chose de très simple pour l'époque, donc vraiment en aplat, peu de détails, couleurs traditionnelles, donc c'est honnêtement pas très beau. Et le dessin n'est pas du tout à la hauteur des maîtres de l'époque. L'humour, donc j'ai déjà dit, est un petit peu daté. À chaque fois qu'une situation incongrue est expliquée aux personnages, ils vont par exemple tomber en arrière, ce qui me fait presque penser au rire des sitcoms qui vient indiquer au lecteur ou au spectateur « c'est marrant, vous devez rire là ». Ça en fait plus du tout, mais bon. Quand même, si je peux laisser un petit point au crédit du dessinateur, c'est la manière dont il a traité les ennemis, car il a su les rendre mystérieux en les dévoilant uniquement avec leur ombre pendant une grande partie de l'histoire, ce qui au moins a le mérite de nous dire « tiens, qui sont-ils? D'où viennent-ils ?» Ça fonctionne pour conserver notre intérêt. Bref, je devais quand même parler de Donald Heimer, car c'est le digne successeur de ce cher Oppenheimer. Et j'avais pas d'histoire avec Barbie sous la main, donc c'était soit l'un soit l'autre, ça a été celui-là. Tant mieux, c'est celui que je préfère. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine. Ciao!